Mais en fait, tout part d'une enquête du New York Times, les journalistes américains qui se sont rendus dans une petite ville qui se situe entre Kharkiv et Kramatorsk dans le Donbass. Ça s'appelle la ville d'Uzarivka. On va la voir sur la carte. Vous voyez, pas très loin d'Izium. Pour vous poser le décor, ce hameau, il est essentiellement agricole. Il y a beaucoup de terrains, de fermes exploitées par des Ukrainiens, des fermiers ukrainiens. Et ces dernières semaines, eh bien, cette ville, ce village était tombé sous contrôle des Russes. Et puis finalement, les Ukrainiens ont repris le terrain et ils sont suspectés d'avoir chassé les Russes justement en utilisant des armes interdites par beaucoup de pays occidentaux, des armes quitte à mettre en danger leur propre population. Alors pour vous expliquer, on appelle ça des armes à sous-munitions. Le principe est le suivant. Ces armes à sous-munitions sont larguées par voie aérienne. En fait, il s'agit de containers qui font 2 à 3 mètres, donc des containers gigantesques. Et à une dizaine de mètres du sol, eh bien, le container s'ouvre. Et la première option, c'est qu'il va larguer des dizaines de mini-obus, en fait, des obus largués en grappe qui vont frapper, détruire une grande superficie de territoire. Ça peut faire, par exemple, la taille d'un terrain de football, ce qui peut être visé. Puis la deuxième option, cette fois, le container s'ouvre et ne largue pas des mini-obus, mais des mines antipersonnelles. L'objectif, c'est de chasser l'occupant, mais évidemment, ces mines antipersonnelles, elles se transforment en pièges, en véritables menaces pour les populations locales. À 98% des cas, les victimes des armes à sous-munitions, ce sont des populations civiles, d'où l'interdiction de ces armes à sous-munitions par de nombreux pays. Alors comment, dans ce village ukrainien, les journalistes ont déterminé que c'était bien l'armée ukrainienne qui avait utilisé ce type d'armes? Alors, les journalistes, ils se sont rendus sur le terrain. Ils ont retrouvé en fait des pièces, des sous-munitions tout autour d'une ferme qui servait de quartier général à l'armée russe. C'était l'état-major russe qui s'était installé dans cette ferme. Les journalistes, ils ont donc supposé, déterminé que c'était les Ukrainiens qui avaient visé les Russes pour chasser cet état-major. Mais évidemment, ce qui pose question, c'est que tout autour, il y a des fermes où des sous-munitions ont été retrouvées, alors que ces fermes, elles sont exploitées par des Ukrainiens. Évidemment, ça paraît choquant que l'Ukraine utilise ce type d'armes alors qu'elle constitue une menace pour sa population. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que depuis le début du conflit, vous l'avez dit, ce sont surtout les Russes qui sont accusés d'avoir utilisé des armes à sous-munitions. Par exemple, ces images, vous allez le voir, de ces armes à sous-munitions qui ont été découvertes à Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, avec ces trous. C'est par là que sont largués les obus, des armes donc interdites dans de nombreux pays, mais utilisées par les deux camps. Il faudra forcément une enquête, Catherine, là-dessus. Il y aura forcément une enquête et puis sûrement qu'on découvrira d'autres choses de cet acabit parce qu'effectivement c'est une guerre, comme le dit souvent Vincent Hugeux, c'est pas la peine de dire une guerre sale parce que toutes les guerres le sont et par définition en plus les Ukrainiens ont encore ce type d'armement puisqu'en effet la Russie et l'Ukraine sont parmi les pays qui ont refusé de signer justement l'interdiction des sous-munitions. Donc la tragédie est telle qu'effectivement, on imagine bien que les Ukrainiens ont recours à ce genre d'armes et qu'en effet, il faudra des enquêtes parce que c'est grâce à ça qu'on saura exactement ce qui s'est passé sur le terrain. J'ai comme une petite divergence sur la notion d'enquête. Nous sommes en état de guerre entre deux États qui n'ont pas signé une convention qui justifie une quelconque enquête. Nous sommes dans des faits de guerre. Comme les deux États ne sont pas concernés, je ne vois pas comment on peut justifier une enquête. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils sont dans leur bon droit d'utiliser ce genre d'armes, en fait. Ils ont le droit. Il y a cette convention qui est discutée en 2008, signée, ratifiée par une partie, 94 pays en l'occurrence, des puissances invitées en 2010. Donc c'est une convention qui proscrit la conception, le transfert, l'utilisation, etc., le stockage même de projectiles à sous-munitions. Or, ni la Russie ni l'Ukraine n'ont été associés ni aux discussions et a fortiori à la ratification de cette convention. Donc ils ne se sentent pas engagés, si vous voulez. Mais cela dit, si on considère en termes de droit international que c'est un acte qui en fait est assimilable à un crime de guerre, un crime contre l'humanité, ça n'empêche pas le déclenchement d'une enquête. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, parce qu'on évoquait à l'instant les mines, c'est que vraiment les mines c'est de la mort à crédit. Moi j'ai vu ça en Afghanistan, je l'ai vu dans le Kurdistan d'Irak, je l'ai vu en Iran. Vous avez des gamins qui sont tués ou mutilés
d'une manière tragique. 5 ans, 7 ans, 10 ans, parce que notamment, vous savez, les mines, parfois on parle de plan de minage, c'est du pipeau. Les mines, elles sont souvent semées comme ça, dans la panique, et en plus, si vous avez un glissement de terrain, par exemple une forte pluie, vos fameuses mines, même si vous aviez un plan qui permet aux démineurs d'opérer, ce qui est d'ailleurs une tâche extrêmement ardue et périlleuse, eh ben, ça modifie totalement la disposition des mines. Et donc, vous avez un berger, un gamin qui va jouer et qui saute sur une de ces mines, mais des années après la fin du conflit. On voyait des images qu'avait publiées Charlie Nurel sur son fil Twitter, d'ailleurs, où elle était avec son caméraman Jérôme Marcantetti, derrière un homme qui était en train, il marchait dans un champ, et effectivement, qui était en train d'essayer de déminer. Ceci dit, et on va aller dans une seconde à Mariupol, mais je voudrais avoir votre avis, Nathalie Schrin, là-dessus. S'il était avéré qu'effectivement, cette arme avait été utilisée par les Ukrainiens, est-ce qu'il ne faut pas, effectivement, alors, on entend bien que l'Ukraine n'avait pas ratifié, parce qu'en plus n'avait pas été conviée à cette réunion. Mais il faut le reconnaître pour éviter d'être taxé de propagande, par exemple. Oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, à mon avis, si les Ukrainiens n'ont pas renoncé à utiliser ce genre d'armes, c'est qu'ils devaient douter que les Russes allaient faire pareil et que, comme disait le général, c'est de bonne guerre. C'est horrible la guerre, de toute manière, comme tout le monde le dit. Je ne l'ai pas connue, heureusement. Mes grands-parents l'ont connue, malheureusement, en France. On l'a connue un petit peu ici. Moi, je pense aussi au Havre, à Caen. Ça aussi, c'était des Mariupol. Donc, on a connu, donc on pourrait être solidaire, d'autant plus avec l'Ukraine. Et les armes, c'est les armes, ça tue. Protégeons les réfugiés qui viennent en France. Et d'ailleurs, il y a un élan extraordinaire, et merci à tous les Français pur jus, parce que bon, je suis quand même un peu française aussi, pour tout ça. Je pense que les Français se rendent compte à quel point c'est horrible la guerre. Et les Normands, notamment, ma Normandie natale, se souvient de Mariupol, à Caen, à Brest. Et ben voilà. Donc